La condition juridique de l'enfant conçu ou à naître est devenue, en droit contemporain, une des questions les plus difficiles et les plus controversées. Rappelons que c'est sous l'influence du christianisme qu'est apparue cette conviction fondamentale que le respect est dû dès ses premiers signes à la vie humaine, valeur essentielle en raison de sa nature même. Le terme « dignité », formulé par saint Thomas d'Aquin, indique précisément cette valeur spécifique de l'homme et se retrouve dans le principe de dignité humaine qui occupe une place éminente dans le droit national et international humanitaire. Les avancées spectaculaires des sciences biomédicales sont venues corroborer la doctrine de l'Église catholique telle qu'elle s'exprime notamment dans l'instruction Donum Vitae. Dès la fécondation, un être humain existe, l'embryon étant porteur des caractères génétiques de la personne à naître, ce qui induit, du point de vue éthique, le plein respect de son intégrité et de sa dignité. C'est dans cette ligne que s'inscrit l'actuel article 16 du Code civil, texte d'ordre public qui dispose, je cite, « La loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». Notre droit civil a reconnu et protégé l'enfant avant qu'il ne vienne au monde. Il peut recevoir des dons et des laits. Pour établir sa filiation, la loi prend en compte la période de grossesse. C'est aussi dans son intérêt qu'ont été votées des lois sociales protectrices de la femme enceinte et de la famille. Le droit pénal, ayant pour finalité la sauvegarde des valeurs essentielles de la société, est le plus apte à protéger la vie de l'être humain, ce terme désignant aussi l'enfant à naître. Dès l'époque franque, les atteintes volontaires à sa vie, y compris l'avortement, étaient sévèrement réprimées. Sous l'empire du Code pénal de 1810, il bénéficiait de la même protection que l'enfant né vivant. Au XIXe siècle, sa fragile condition l'exposant particulièrement au risque de la vie quotidienne, notamment à l'imprudence ou à la négligence des tiers, les juridictions répressives ont admis qu'il pouvait être victime d'un homicide ou de blessures involontaires. Toutefois, le progrès scientifique, avec le développement de la fécondation in vitro et l'utilisation de cellules souches embryonnaires pour l'expérimentation, mais aussi la dépénalisation de l'avortement, devenu interruption volontaire de grossesse, ont conduit nombre de nos contemporains à jeter un regard tout à fait différent sur l'enfant à naître. Liberté accordée sous certaines conditions à la femme et seule dérogation à la règle posée par l'article 16 du Code civil, l'interruption volontaire de grossesse, naguère qualifiée de mal nécessaire par ses promoteurs, puis banalisée à l'excès, est présentée aujourd'hui comme un droit absolu, incompatible avec toute forme de protection de la vie anténatale. Contraire à notre tradition humaniste, cette opinion ne paraissait pas s'imposer au regard de nos principes juridiques, des exigences de la politique criminelle, de réalités tangibles et de ce que l'éthique commande. Pourtant, depuis l'an 2000, à l'occasion d'un accident de la circulation provoqué par un automobiliste en état d'ivresse, la Cour de cassation, brisant une jurisprudence plus que séculaire, juge que la mort de l'enfant à naître, causée par la faute d'un tiers, n'est pas constitutive d'un homicide involontaire, quel que soit le degré de développement de cet enfant. Se référant au principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, la Cour de cassation a retenu que d'après le code pénal actuellement en vigueur, l'homicide volontaire ou involontaire est le fait de causer la mort d'autrui, pour en déduire que cette incrimination ne pouvait s'appliquer qu'à l'enfant né vivant. La Cour a en réalité interprété la loi de façon non pas stricte mais restrictive en y ajoutant une condition de naissance en vie qu'elle ne comporte pas. En effet, l'homicide a toujours été défini comme étant la destruction d'une vie humaine et il est incontestable que la femme enceinte porte en elle une autre vie. S'il n'a pas d'autonomie, l'enfant en gestation
a une existence biologique propre, preuve de son altérité. Les incriminations d'homicide figurent d'ailleurs dans des sections du Code pénal significativement intitulées « Des atteintes à la vie ». Paradoxalement, l'acte le plus grave, tuer l'enfant dans le sein maternel, n'est pas punissable, mais le droit pénal s'applique si l'enfant est blessé et naît vivant. On devine à quel dilemme peut être confronté le médecin ou la sage-femme qui a entre ses mains la vie de l'enfant après l'avoir blessé, avant qu'il soit séparé de sa mère. Pour des raisons de politique criminelle, la Cour de cassation a admis qu'une tentative de meurtre pouvait être commise sur un cadavre. Ainsi, un individu déjà mort bénéficie de la protection refusée à un enfant, même sur le point de naître. La jurisprudence actuelle méconnaît par ailleurs des réalités tangibles. L'enfant attendu est déjà un membre de la famille. Il est en effet visible grâce à l'imagerie médicale, sexuée, prénommée et peut être reconnu avant sa naissance. Pour le médecin qui le soigne, il est un patient. En cas de décès, ses obsèques sont organisées et pour faciliter le travail de deuil des parents, la loi a prévu que, sous certaines conditions, un acte d'enfant sans vie qui exprime une filiation peut être porté sur les registres de l'état civil. On observera, il faut s'en féliciter, que la vie des animaux domestiques ou en captivité est protégée pénalement contre les atteintes volontaires ou involontaires, et que sont également protégés les œufs et les nids de certaines espèces menacées. Pour la première fois dans notre histoire, l'enfant à naître se trouve infériorisé par rapport à l'animal qui, juridiquement, est une chose. La mort d'un fœtus de 9 mois, causée par l'impéricide d'une sage-femme, n'a pas été sanctionnée pénalement, tandis que l'auteur, récidiviste il est vrai, de violence sur un chat, a été condamné à 1 an d'emprisonnement ferme. Tiré vers le bas par la justice, l'enfant à naître, ce que nous avons tous été, ne serait donc plus qu'un objet destructible, sans destinée humaine, ou encore un pars viscerum matris, une partie du corps de la mère, comme le disaient il y a plus de 2000 ans les stoïciens qui avaient l'excuse de l'ignorance. Devant cette situation, où l'irrespect s'ajoute au malheur, on ne peut que déplorer la dérobade des pouvoirs publics qui ont entériné par défaut une jurisprudence qui n'est pas respectueuse de la vie. Le débat est hélas faussé par la crainte de remettre en cause l'interruption volontaire de grossesse, sujet désormais tabou, alors que la protection pénale de l'enfant à naître a coexisté pendant un quart de siècle avec cette mesure qui ne concerne que la femme enceinte et est sans rapport avec la faute d'une tierce personne. Pour conclure, force est de constater l'incohérence, voire la schizophrénie de notre droit, qui accorde à l'enfant à naître une reconnaissance accrue sur le plan familial, social et sanitaire, mais accepte en même temps de le plonger dans le néant pénal pour le confort intellectuel de certains. Si on ne garantit pas une protection réelle à l'être le plus faible qui soit, comment éviter à l'avenir et dans la société tout entière une sous-évaluation de l'individu lorsqu'il est vulnérable et sans défense ?